Bonjour à tous et bienvenue dans les brèves de l'écho. La crise de 1982 avait déclenché un vaste programme de restructuration de la dette des pays en développement, dont un certain nombre étaient en défaut de paiement. Dans les années 1970, ces pays avaient largement bénéficié des prêts accordés par les gouvernements des pays développés, les institutions de Bretton Woods et les banques commerciales internationales, dans un contexte de montée en puissance des liquidités mondiales largement imputable à l'accumulation des euro-dollars. Après de longues périodes de négociations entre créanciers et États en défaut de paiement, un consensus s'est dégagé à travers le plan Brady qui a permis une restructuration de la dette des 18 pays. Ce plan était fondé sur des mécanismes d'échange de dettes bancaires contre des titres obligataires. Au début des années 2000, après plusieurs réflexions et concertations, le Comité monétaire et financier, l'organe consultatif du Conseil des gouvernements du FMI, propose deux mécanismes de restructuration de la dette souveraine. La première approche, plus souple pour les débiteurs, reposait sur un cadre juridique légal de restructuration de la dette. Une seconde, plus compliquée, basée sur l'introduction des clauses d'action collective dans les émissions des titres souverains, a été retenue par les créanciers privés. En langage simple, les clauses d'action collective permettent aux détenteurs d'obligations de se mettre d'accord sur les restructurations de la dette, même si certains d'entre eux s'y opposent, à condition que la majorité soit d'accord. Dans la pratique, il s'applique la règle de la majorité qualifiée. En principe, entre 75 et 85% participent au vote. Les créanciers minoritaires sont obligés de suivre la majorité favorable à la restructuration proposée par le pays débiteur. Les CAC représentent certes des solutions permettant de résoudre des problèmes liés à une situation de défaut. Ces solutions sont toutefois très compliquées à mettre en œuvre car les créanciers sur le marché des eurobonds sont très nombreux et dispersés. En cas d'échec, certains créanciers peuvent assigner en justice des États en défaut pour les obliger à payer ou revendre des titres à des fonds vautours. La crise du Covid-19 est donc en train de mettre à l'épreuve les mécanismes de gestion de la dette commerciale des pays en développement, des moratoires et des décaissements via les guichets du FMI et d'autres institutions financières multilatérales ont été accordés à de nombreux pays en difficulté, mais ces mesures d'urgence portent uniquement sur des dettes bilatérales et multilatérales. En 2019, le stock de la dette extérieure des pays à revenus faibles et intermédiaires a atteint 7 800 milliards de dollars américains. À l'issue d'un entretien d'une vingtaine de minutes, l'ambassadeur de France, Christophe Bouchard, est sorti seul du bureau du ministre malgache des Affaires étrangères et n'a pas souhaité s'exprimer. Quelques minutes plus tard, Liva Diakoba Tehendrazana Rivelo a indiqué avoir convoqué ces derniers pour lui faire part de l'opposition de Madagascar à la création de la réserve naturelle sur les îles Éparses. Le ministre expliquait que le projet du gouvernement de la République française est ainsi un acte de défiance envers Madagascar et va à l'encontre de l'engagement des deux parties à poursuivre le dialogue dans un esprit positif. L'État malgache s'oppose fermement au projet de création d'une réserve naturelle nationale sur l'archipel des Glorieuses par le gouvernement de la République française ainsi qu'à tout autre acte unilatéral susceptible de porter atteinte de manière directe ou indirecte aux droits souverains de Madagascar sur ces îles. Le projet de la France passe très mal à Madagascar et ce d'autant plus que des négociations sont en cours pour résoudre la question de la souveraineté de ces îles, havre de biodiversité et potentiellement riche en hydrocarbures. Chapelet d'îlots qui entoure Madagascar, les îles Éparses sont souveraineté française mais revendiquées par la Grande Île depuis le début des années 1970. Une résolution des Nations Unies qui date de 1979 demande à la France de rétrocéder ces îles à Madagascar. Une première réunion d'une commission mixte composée d'une délégation malgache et d'une délégation française a eu lieu en novembre dernier. Mais les discussions semblent au point mort depuis la pandémie du Covid-19. La semaine dernière, le président Andry Rajoelina avait réitéré son souhait de trouver une solution pour la restitution des îles Éparses à Madagascar. Le même jour, le ministre de la Transition écologique annonçait sur son site internet la mise en place d'une consultation publique sur un projet de décret relatif à la création d'une réserve naturelle nationale sur l'archipel des Glorieuses. Coïncidence ou non, l'annonce a été prise comme une offense sur la grande île. Un accord franco-allemand pris dans un contexte inédit. Alors que la pandémie du Covid-19 continue de bouleverser la planète, le président français Emmanuel Macron et la chancelière allemande Angela Merkel, chacun dans son pays mais côte à côte à la télévision, ont proposé ce lundi
un plan de relance de 500 milliards d'euros pour aider l'Europe à faire face à l'impact économique de la crise. Suite à cette déclaration commune, Emmanuel Macron s'est exprimé depuis l'Elysée pour revenir sur ce travail bilatéral qui doit selon lui permettre à l'Europe d'être à la hauteur de son histoire. Il a rappelé que le virus ne connaît pas de frontières et que la pandémie qui plonge le vieux continent dans une récession d'ampleur historique nécessite une réponse efficace qui doit être collective et d'abord européenne. Le chef de l'État a dénoncé des réflexes nationalistes et l'égoïsme de certains pays ayant impliqué dans la panique de la crise sanitaire de nombreuses fermetures de frontières, y compris à l'intérieur de l'espace Schengen. A l'inverse, il a loué les actions coordonnées prises par l'Allemagne, rappelant que plusieurs centaines de Français avaient pu être soignés par les services de santé de voisins, tout en louant une fermeture de frontières intelligente entre leur pays qui a permis la circulation des travailleurs frontaliers ainsi que celle des produits alimentaires et sanitaires indispensables. Une vision commune et de nombreux échanges et discussions qui ont permis de bâtir cet accord franco-allemand. Les grandes lignes de cette initiative présentée dans le cadre du prochain budget de l'Union européenne tiennent en 4 piliers selon Emmanuel Macron. La protection sanitaire, la relance budgétaire, la transition écologique et numérique et la souveraineté économique européenne. Dans leur contexte commun, les deux pays détaillent le principe économique de leur proposition. Les financements du fonds de relance seront ciblés sur les difficultés liées à la pandémie et suite à ses répercussions, indiquent leurs dirigeants. Il s'agira d'un complément exceptionnel intégré dans la décision relative aux ressources propres avec un volume et une date d'expiration clairement spécifiée et qui sera lié à un plan de remboursement contraignant au-delà du prochain CFP sur le budget européen. La présidente de la Banque centrale européenne, Christine Lagarde, a salué le projet de relance de 500 milliards d'euros proposé par l'Allemagne et la France. Les propositions franco-allemandes sont ambitieuses, ciblées et bienvenues, a-t-elle affirmé dans un entretien accordé lundi à 4 quotidiens européens. Pour Christine Lagarde, cela témoigne de l'esprit de solidarité et de responsabilité évoqué récemment par la chancelière allemande, soulignant qu'il peut y avoir de renforcement de la solidarité financière sans une plus grande coordination des décisions au niveau européen. Évoquant un choc considérable, inégalé en temps de paix, le numéro 1 de l'institution de Francfort anticipe dans le scénario le plus sévère une chute de produit intérieur brut de 15% sur le seul deuxième trimestre en zone euro. Évoquant la difficulté d'évaluer l'impact du confinement pour chaque pays, Madame Lagarde juge probable qu'en cas de deuxième vague d'épidémie, les retombées économiques devraient être moins graves, l'expérience portant ses fruits. Jetant un pavé sur la mare, la présidente de la BCE a aussi déclaré que cette crise était une bonne occasion de moderniser le pacte de stabilité et de croissance actuellement suspendu. Ce pacte fixe les règles budgétaires aux États ayant adopté la monnaie unique européenne, notamment le respect d'un déficit public inférieur à 3% du produit intérieur brut de chaque pays membre de la zone euro. Le 20 mars, l'Union européenne a annoncé la suspension de ces règles budgétaires, une mesure inédite face aux conséquences économiques du coronavirus. Madame Lagarde va plus loin en disant que ce système ne devrait pas être mis en place tel qu'il était avant la crise. Donald Trump n'est pas un geek, c'est un promoteur immobilier. Ce qui intéresse le président des États-Unis, c'est la transaction du moment, pas les conjectures sur le futur de la technologie. Portant sur la guerre qu'il mène actuellement pour abattre l'équipementier télécom chinois Huawei, il est en train de modifier en profondeur l'organisation du high-tech mondial et son avenir. C'est le sens de l'investissement adressé aux fabricants taïwanais Taiwan Semiconductor Manufacturing Company de ne plus fournir Huawei en plus haut de gamme qu'il est l'un des seuls au monde à avoir fabriqué. Si aujourd'hui un seul smartphone est plus puissant qu'un super ordinateur des années 1980, c'est grâce à la progression continue de la capacité de calcul des puces électroniques. L'un des fondateurs d'Intel, Gordon Moore, avait constaté qu'à prix constant, le nombre de transistors que l'on pouvait insérer sur une puce doublait tous les 2 ans. Ce qu'on a appelé la loi de Moore se vérifie depuis près de 40 ans. Elle est au fondement de la révolution des micro-ordinateurs, puis aujourd'hui des smartphones et derrière des usines géantes qui gèrent le trafic intermondial. Cette loi très empirique a été rendue possible par une organisation mondiale qui a poussé les entreprises à la spécialisation. En 1987, le sino-américain Maurice Chang fonde le TSMC avec comme objectif de produire des puces pour tous ceux qui le souhaitent. En se concentrant sur la production, il a pu, grâce aux effets d'échelle, déjouer ce que ne dit pas la loi de Moore. Chaque génération de puces nécessite une nouvelle usine 2 fois plus chère que la précédente
quelques centaines de millions de dollars dans les années 1990, plus de 10 milliards aujourd'hui. Voilà qui referme cette autre édition sur DBS TV. Un autre rendez-vous est d'ores déjà pris. Même chaîne, même heure. Au revoir.